Controverse autour du contre-seing du Premier ministre par Gilbert Kankondé aux ordonnances du 17 juillet dernier. Sylvestre Ilunga évoque la violation de principes dans le cadre du gouvernement de coalition. L'invité du journal est le professeur de droit et de régime politique comparé, professeur Kodjondoukouma, interprète la Constitution et l'ordonnance portant fonctionnement et organisation du gouvernement sur le contre-seing et l'intérim. Il était reçu par Gély Sefou. Bienvenue. Le mécanisme de transfert de responsabilité politique en cas d'intérim défraie la chronique. Vous le savez, ce fait relevant du droit semble plus être politisé, si bien qu'on risque d'entretenir le flou. Avec notre invité du journal, professeur Kodjondoukouma, bienvenue. Merci. Professeur de droit, avec vous, on va essayer d'interpréter plutôt les textes de droit. Oui. De prime abord, le régime politique congolais rend irresponsable politiquement le chef de l'État devant le Parlement. Est-ce la cause fondamentale du contre-seing? Bon, le contre-seing dans notre constitution congolaise est fondé sur l'article 79 de la Constitution. Cela signifie que le président de la République signe ou statue par ordonnance et ces ordonnances sont contresignées par le Premier ministre. Mais il y a des matières qui relèvent du pouvoir propre et autonome du président de la République, comme par exemple l'ordonnance d'investiture des gouverneurs, c'est l'article 80 de la Constitution, l'ordonnance de nomination du Premier ministre lui-même, c'est l'article 78 de la Constitution, la déclaration de la guerre, par exemple, article 143. Ces matières-là n'appellent pas le contre-seing. Mais pour toute autre matière, par exemple les nominations des magistrats à l'article 82 de la Constitution, ou toutes les nominations à l'article 81 de la Constitution qui concernent les hauts fonctionnaires de l'État, qui concernent ceci, sont susceptibles de contre-seing du Premier ministre. Alors, le contre-seing du Premier ministre, pour vraiment entrer dans votre question, c'est la signature apposée par une autorité autre que l'auteur de l'acte pour 3 fonctions. La première fonction, c'est pouvoir authentifier l'acte, donc authentifier l'ordonnance. La deuxième fonction du contre-seing, c'est de pouvoir assurer la collaboration entre l'institution gouvernement et l'institution président de la République. Et puis, enfin, c'est pour endosser la responsabilité politique de l'acte du président de la République qui n'est pas responsable devant le Parlement. La question de l'intérim est réglée à l'article 16 de cette ordonnance d'organisation et de fonctionnement du gouvernement. Mais quand vous lisez cet article 16, vous avez 2 cas de figure. Vous avez le cas de l'intérim que le Premier ministre, en cas d'empêchement, laisse au vice-premier ministre, mais vous avez également le cas de mandat spécial que le Premier ministre peut donner à un vice-premier ministre dans le cadre de ses compétences. Donc, quand on lit cette ordonnance d'organisation et de fonctionnement du gouvernement, on a l'impression qu'en cas d'intérim, la délégation d'autorité est ouverte. Sauf si le Premier ministre limite, mais c'est ce qui ressort finalement du communiqué sorti par le Premier ministre après les différentes nominations et contre-seing, disant qu'il avait restreint la délégation d'autorité. Alors cet article 16, il est bon de pouvoir le lire de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement. Il dit « à moins qu'il n'assume l'intérim du Premier ministre en cas d'empêchement ou qu'il ne soit spécialement mandaté par lui, le vice-premier ministre exerce en temps normal les seules attributions qui sont de son ressort. » Donc là, le Premier ministre n'étant pas sur place et son intérim étant assuré, nous ne sommes pas dans un temps normal. Mais on est là en train d'évoquer la Constitution et les textes, mais nous sommes en plein dans le droit politique. Tout à fait. Ce droit politique accorde une attention particulière à tout ce qui est règles non écrites, ce qu'on appelle les conventions de la Constitution. Ça veut dire qu'au-delà de ce qui est écrit, il y a une immémorialité pour savoir que lorsqu'on est intérimaire, même si vous avez un champ de délégation qui peut être limité ou pas, quels sont les actes qu'on peut poser et quels sont les actes qu'on ne peut pas poser. Ça, c'est en termes de l'autorégulation de la personne qui assure l'intérim et également au niveau de l'autorité de la fonction du Premier ministre. Mais pour le président de la République, agissant dans son pouvoir de statuer par ordonnance,
il s'adresse à un gouvernement et il obtient un contre-seing qui semble présenter une certaine légalité formelle. Par autorégulation, justement, l'intérimaire n'aurait pas pu respecter le circuit, c'est-à-dire que la correspondance passe par le cabinet du Premier ministre et que ça lui parvienne pour signature et repartir par le circuit normal. Mais en fait, nous sommes là maintenant à l'alinéa 2 de l'article 16 de l'ordonnance organisant le gouvernement pour dire que les directives ou les instructions que le vice-premier ministre entend donner au ministre en cas d'intérim font l'objet d'une communication préalable au Premier ministre. Mais est-ce qu'on est là dans le sens où c'est le Premier ministre intérimaire qui doit donner des instructions au ministre et doit se référer préalablement au Premier ministre, ou plutôt nous sommes dans un cas où le Président de la République a déjà signé les ordonnances et il les transmet au Premier ministre intérimaire. Dans ce cas-là de verticalité, disons, ascendante plutôt que de verticalité descendante, est-ce qu'on est tenu d'informer préalablement le Premier ministre? Mais c'est ça maintenant la question. Lorsque la règle est transgressée, sans que la règle ne soit floue, nous sommes dans l'hypothèse, c'est en ce moment-là qu'on fait appel à une procédure disciplinaire. Donc, il est important que la pièce maîtresse de la lettre de délégation d'autorité apparaisse pour qu'on sache si l'intérimaire a outrepassé les pouvoirs qui lui ont été délégués ou qu'il a agi dans le cadre d'une légalité formelle en présentant toutes les apparences d'un plénipotentiaire vis-à-vis du président de la République qui a souhaité avoir le contre-seing. Mais deuxième chose qui demeure en tout état de cause, c'est les articles 146 et 147 de la Constitution. Le président de la République étant irresponsable politiquement devant le Parlement ou l'Assemblée nationale précisément, le ministre ou le Premier ministre qui contresigne un acte, une ordonnance du président de la République, engage sa responsabilité. En ce moment-là, l'Assemblée nationale pourra, par une question orale ou par une interpellation, poser la question, parce que quand même ce gouvernement émane d'une majorité. Et le fait de la cohabitation et de la coalition ajoute l'aspect politique du contre-seing. Ça veut dire que dans ce pays, nous avons une dissociation des faits majoritaires. Le suffrage universel a donné gagnant le président de la République, mais le vote des députés a donné la majorité à un autre camp. Dans la cohabitation, le président de la République a un pouvoir d'empêcher, mais il n'a pas un pouvoir de faire aller. Si la majorité ne veut passer une loi et que le président de la République n'est pas d'accord, il s'abstient de promulguer. On l'a vécu en France. Il s'est abstenu aussi pour le cas Ronsard Malonda. Oui, mais nous sommes dans le sujet du contre-seing. Lorsqu'on regarde, oui, il s'est abstenu. C'est ça le pouvoir d'empêcher. Parce que l'entérinement au niveau de l'Assemblée nationale aurait donné lieu à une compétence liée. Mais le président de la République a décidé de ne pas décider d'investir Malonda. C'est ça la capacité d'empêcher dans le cadre d'une cohabitation ou dans le cadre d'une coalition qui peut tanguer entre les deux. Mais maintenant, lorsque le président de la République, dans une majorité qui ne contrôle pas, obtient la possibilité d'un ordonnancement vertical et monolithique, vous êtes plus dans un présidentialisme, parce que le président ordonne et il se fait obéir directement. Alors que dans le cadre d'une coalition, ça on est vraiment dans la politique, c'est qui se serait passé, l'ordonnance aurait été signée et, comment on appelle, il y aurait eu une association de décision avec le Premier ministre qui émane d'une majorité parlementaire qui n'est pas forcément acquise. Voilà. Alors, donc, ce qui s'est passé dans ce cas, on a un peu atteint les règles du parlementarisme classique, qui veulent bien sûr une collaboration, mais qui veulent un équilibre de pouvoir et un respect en fait des champs du possible politique détenu par la majorité présidentielle, qui est sa propre majorité au suffrage universel, et par la majorité parlementaire. Merci pour cet éclairage, professeur Kodjo Ndoukouma, professeur de droit et de régime politique comparé, on l'a senti. C'était l'invité du journal.